Bonsoir. Donc, contrairement à ce que j'avais écrit dans ma... Comment ça s'appelait déjà cette note d'intention, finalement, je n'ai pas beaucoup parlé des économistes dans mon exposé, mais on pourra éventuellement se rattraper lors de la discussion. Parce qu'en fait, je pensais que Ortun Ren était économiste, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est peut-être déjà un petit peu moins intéressant de parler des travaux des économistes sur le risque. Et contrairement à ce qu'a dit Olivier Godard, en fait, j'ai pas prévu de beaucoup vous parler de la distinction entre conduite à risque et prise de risque délibérée, ni beaucoup du déni du risque d'ailleurs. Mais là aussi, on pourra y revenir lors de la discussion. Alors, dans le temps qui m'est imparti, en fait, je parlerai autant des représentations que des perceptions du risque. Et j'essaierai de vous convaincre qu'entre perception et représentation, il y a plus qu'un détail sémantique et qu'il vaut mieux parler de représentation que de perception, au moins dans le contexte français. Alors pourquoi je prends la précaution de me restreindre au contexte français? Parce que la distinction entre perception et représentation est relativement nette, à mon sens, pour nous, alors qu'elle est peut-être beaucoup moins pour les anglo-saxons. Et c'est vrai que les travaux anglo-saxons en termes de risk perceptions sont beaucoup plus riches, à mon sens, que les travaux français sur la perception du risque. Bon, je vais principalement m'appuyer sur deux exemples qui sont la première crise de la vache folle, donc en 96-97 d'une part, et puis les accidents de la route. Alors avant toute chose, je rappellerai brièvement l'importance de la question des perceptions du risque. Alors, Ortun Ren en a parlé, hein, les économistes et les sociologues connaissent depuis longtemps ce qu'on appelle communément les prophéties autorisatrices, c'est-à-dire qu'il arrive dans certaines situations qu'un risque puisse se produire simplement parce qu'un nombre suffisant de personnes pensent qu'il va effectivement se produire. Hein, ça peut être le cas de la chute d'un cours boursier ou le cas de pénurie d'un bien de consommation. Au-delà, il arrive aussi que les perceptions d'un risque aient des conséquences qui sont finalement plus graves que le risque lui-même. Jusqu'à nouvel ordre, on peut dire que c'est le cas aujourd'hui pour la crise de la vache folle en France. Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il me semble qu'au total, en France, on a peut-être eu plus de suicides d'éleveurs que de victimes avérées de la nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob dérivée du prion de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Et je ne parle pas, bien sûr, des dommages économiques subis par la filière de la viande bovine. Et bon, concernant les accidents de la route, on estime généralement que 95% des accidents sont dus aux conducteurs et que pour réduire le nombre d'accidents, il importe avant tout de modifier les perceptions du risque automobile en provoquant ce qu'on appelle une prise de conscience chez les conducteurs. Bon, il y a une autre méthode qui consiste à mettre des radars et à les faire payer beaucoup plus cher. Mais là, du coup, en fait, ils prennent conscience d'un autre risque qui est celui de payer une amende et pas. Donc, c'est peut-être un petit peu, c'est sans doute très efficace, mais c'est peut-être un petit peu moins satisfaisant d'avoir des résultats positifs pour une mauvaise raison, en somme. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, pour prévenir ou pour gérer un risque, il faut de plus en plus prendre en compte la façon dont il est perçu par la population. Alors, ce que je viens de vous dire déjà illustre un petit peu les travers, à mon sens, de la notion de perception des risques, puisque souligner le déséquilibre entre les conséquences des craintes des consommateurs de viande bovine et le faible nombre de victimes du prion en France, ou vouloir provoquer une prise de conscience chez les conducteurs, ça revient bien d'une certaine façon à estimer que les individus perçoivent mal les risques. De ce point de vue, il existerait un risque réel, entre guillemets, un risque objectif, que les profanes, contrairement aux experts, ne parviendraient pas à percevoir correctement, et ça pour de nombreuses raisons. Soit parce que les profanes n'ont pas les compétences ou les instruments nécessaires, soit parce qu'ils sont guidés par des intérêts qui les incitent à surestimer volontairement un risque pour en faire une arme politique, soit au contraire parce qu'ils sont victimes de ce que les psychologues appellent le biais d'optimisme, biais qui les amènerait à surestimer leur capacité à affronter un risque ou à s'y soustraire, et qui donc les amènerait à sous-estimer les risques auxquels ils sont exposés. À ce titre, l'expression perception sociale du risque, qu'on a beaucoup retrouvée dans les travaux des experts, me semble-t-il, dans les années 60, 70, 80, est assez révélatrice, puisque au sens strict, pour nous, percevoir, c'est éprouver une sensation, c'est toucher, être touché, se trouver en contact direct avec une réalité tangible. Donc, dans la notion de perception, il y a comme une idée d'immédiateté du rapport à l'objet, de contact en quelque sorte en chair et en os, alors qu'au contraire, quand on accole l'adjectif social à l'expression perception du risque, avec, me semble-t-il, une connotation un petit peu péjorative, c'est plutôt pour souligner le fait que la position sociale de l'individu, ses caractéristiques personnelles, biaise, fausse, déforme ce rapport au risque que l'on voudrait immédiat. De ce point de vue, les perceptions sociales du risque ont justement le tort d'être plurielles, puisque là où les autorités ou les experts pourraient souhaiter un consensus sur la vraie perception objective d'un risque, ils se heurtent à une pluralité de perceptions fausses, pluralité qui serait censée traduire la multiplicité des biais. Alors juste pour illustrer cette multiplicité, je vous cite juste deux interviews qui sont tirées de l'édition du Parisien du 26 mars 1996. Donc Patrick, agent de surveillance à Paris, 23 ans, déclare aux journalistes, donc c'était juste après
juste au début de la crise de la vache folle. Je ne mange plus du tout de bœuf, j'ai mangé un bon steak il y a 3 jours et depuis je ne me sens pas très bien. J'ai mal à l'estomac et je vais aller faire les analyses à l'hôpital. Cette histoire de vache folle, ça m'inquiète, même le bœuf français ne me tente plus. Et le même jour, le journaliste interroge, enfin le même jour, un autre journaliste interroge Stéphane, 25 ans dépanneur à Metz, qui lui déclare « Qu'est-ce que ça peut faire que les vaches soient folles, puisque quand on les mange, elles sont mortes ? Moi, je mange de tout, où que je sois, grande surface, petite boucherie, ça m'est égal. De toute façon, on n'a pas prouvé que le bœuf pouvait transmettre sa maladie aux hommes. Tant que ce ne sera pas prouvé scientifiquement, je ne changerai rien à mes habitudes. » Alors, pour aller à l'encontre du point de vue qui oppose les perceptions justes des experts aux perceptions fausses des profanes, bon, c'est vrai que là, l'exemple que je viens de vous lire, on a un petit peu l'impression que c'est un petit peu fragile comme perception. En fait, on a 2 possibilités. Soit on remet en cause la justesse des perceptions, enfin, des évaluations expertes, et ça, notamment, ça a été fait par Ulrich Beck en particulier et son travail est bien illustré, je crois, par le cas de la crise de la vache folle, où même encore aujourd'hui, on n'est vraiment pas très sûr les experts sont pas très sûrs de leurs résultats lorsqu'ils en ont. Et la deuxième solution, ça consiste à réhabiliter les perceptions des profanes. Donc moi, je vais plutôt choisir la deuxième option. Alors en fait, de réhabilitation, il ne s'agit pas de vous montrer qu'on peut avoir raison de ne plus manger de bœuf ou au contraire raison de penser qu'on ne risque rien sur la route, même quand on commet des infractions systématiques au code de la route. Simplement, en adoptant ce qu'on appelle en sociologie un point de vue compréhensif, je voudrais montrer que ces profanes ont de bonnes raisons de croire ce qu'ils croient et de faire ce qu'ils font. Alors évidemment, une bonne raison, entre guillemets, c'est pas forcément une raison juste, hein. C'est une raison qui a du sens, qui peut être argumentée, convaincante pour celui qui l'adopte, qui peut même être capable d'argumenter face à autrui, mais donc qui n'est pas forcément juste. Plus précisément, je vais essayer de vous montrer que la notion de représentation, de préférence à celle de perception, permet de mettre en évidence ces bonnes raisons et donc de comprendre le point de vue, ou plutôt les points de vue des profanes. Alors juste quelques mots quand même sur la notion de représentation. Parler de représentation, c'est considérer que l'individu ne perçoit pas passivement le monde extérieur, qu'il n'est pas simplement un miroir qui reflète les objets qui l'entourent. Au contraire, se représenter un risque, c'est l'appréhender activement en construisant une connaissance cohérente, signifiante et pratique. Pratique, c'est-à-dire qu'elle constitue un guide pour l'action, et en mobilisant pour cela les connaissances disponibles, c'est-à-dire les croyances antérieures. Et donc les représentations antérieures. Se représenter un risque, c'est donc l'intégrer dans un ensemble de croyances déjà existantes. Et ces croyances déjà existantes qui portent la marque du sujet et qui les élaborent, donc de son expérience, de son histoire, de sa situation présente comme de ses projets, vont conduire en fait à avoir des représentations du risque qui elles-mêmes donc vont porter la marque du sujet. Alors tout de suite, l'un des intérêts de cette notion, c'est que si on suppose que en termes de représentation, donc la représentation que va avoir l'individu d'un risque porte la marque de ce qu'est cet individu, de ce qu'il a été ou de ce qu'il voudrait devenir, on comprend tout de suite pourquoi il y a une pluralité de représentation. Hein, et que c'est pas forcément parce qu'il y a une pluralité de représentation que elles sont toutes ou sauf une fausses. Donc c'était un petit peu abstrait peut-être ce que je viens de dire, donc je vais illustrer ça avec quelques exemples, en insistant en particulier sur 2 aspects. D'abord le caractère signifiant de la représentation et ensuite le fait qu'elle porte la marque du sujet qu'il élabore. Donc je disais une représentation doit être signifiante. C'est-à-dire qu'elle doit donner du sens au risque qu'elle prend pour objet. Alors, en l'occurrence, généralement, elle doit lui trouver une cause, hein, puisque la cause est une catégorie de l'entendement, de préférence en l'incarnant donc dans une figure humaine. Hein. Donc comprendre un risque et lui donner du sens, c'est avant tout comprendre pourquoi il arrive, par qui il arrive et à qui il arrive. Hein. Alors là-dessus, vous avez beaucoup d'enquêtes sociologiques qui ont été faites notamment sur la question du sida. Alors les gens ne perçoivent pas le virus du sida. Par contre, ils ont une tendance plutôt à développer des opinions sur son origine et à construire une représentation du sida qui consiste d'une part à rapprocher cette maladie d'autres maladies, en particulier le cancer mais aussi la grippe, et d'autre part à avoir en tête des stéréotypes de personnes séropositives qui leur permettent de comprendre le sida comme la conséquence néfaste d'un comportement jugé déviant ou simplement imprudent. Alors ce phénomène fait écho à ce que les psychologues ont appelé la théorie du monde juste. Alors très schématiquement, il est plus rassurant pour chacun de nous de penser que nous vivons dans un monde juste, bien ordonné, dans lequel chacun a ce qu'il mérite. Donc le corollaire de cette vision du monde, c'est que si quelqu'un est malade, c'est qu'il a fait quelque chose de mal. Par ailleurs, en incarnant le virus dans des personnes concrètes, les gens donnent du sens à la maladie, mais se donnent aussi le moyen d'agir, hein, puisque de leur point de vue, il suffit alors de ne pas fréquenter ces figures stéréotypées que sont en général l'homosexuel et le toxicomane pour éviter tout risque de contamination. Et de fait, on s'est aperçu que pour beaucoup d'individus, plutôt que de mettre un préservatif, de proposer un préservatif aux partenaires, en fait, la solution la plus simple pour eux, c'était de sélectionner leurs partenaires sexuels dans des catégories de la population qu'ils estimaient ne pas être à risque, en général des gens de leur propre milieu social.
Sur ce thème, j'ajouterais qu'on pourrait très bien, enfin, des économistes l'ont fait, on peut très bien montrer que il peut être tout à fait rationnel de ne pas utiliser le préservatif, d'autant qu'il ne faut pas oublier qu'au risque de contamination s'ajoute un autre risque, qui en l'occurrence est un risque concurrent, celui du refus et de la défiance du partenaire sollicité et donc de la solitude sexuelle et affective. Bon, je reviens à la stigmatisation des figures stéréotypées. Le cas du sida n'est pas si différent de ce qui se passait pour la peste au Moyen-Âge. Hein. À l'époque, personne ne percevait, entre guillemets, le bacille de la peste, mais beaucoup expliquaient les épidémies en prétendant que des juifs avaient empoisonné les cours d'eau et les puits, ce qui permettait d'agir sur l'épidémie en traquant ses prétendus responsables. Alors évidemment, ça peut sembler assez inefficace comme mesure, mais d'un point de vue sociologique, il faut bien voir qu'un des inconvénients d'une épidémie de peste, en fait, c'est que ça détruit complètement l'ordre social, et le fait de désigner et de poursuivre le responsable, c'est un début de restauration de cette organisation sociale. Alors j'ai dit aussi que la représentation du risque portait la marque du sujet. Alors là-dessus, on a une très bonne étude d'une anthropologue française qui s'appelle Françoise Donabend, qui a réalisé dans les années 80 une série d'entretiens sur le site de La Hague. Je pense que vous voyez où c'est. Françoise Donabend s'est entretenue avec des riverains de l'usine de retraitement des déchets nucléaires, mais aussi avec des techniciens de l'usine. Et elle a assisté aussi aux séances de formation lors desquelles la direction présentait aux nouveaux ouvriers l'activité de l'établissement en essayant de les rassurer sur le fait que les risques d'irradiation n'étaient pas si élevés. Et en fait, Françoise Donabend donc décrit un petit peu ces séances, et en fait elle montre que ce travail, la direction, les formateurs présentent le travail à La Hague comme quelque chose de simple, d'inoffensif, et les formateurs le comparent à une simple tâche domestique en multipliant les métaphores ménagères et culinaires. Donc travailler à La Hague, ça serait aussi inoffensif que de faire le ménage, de faire la cuisine ou de laver le linge. Le problème, c'est que les techniciens sont en grande majorité des hommes, et eux, ils n'apprécient pas vraiment d'être comparés à des cuisiniers ou à des blanchisseuses. Eux, en fait, ils revendiquent une identité professionnelle positive, virile. Ils se voudraient en quelque sorte les héritiers des mineurs du XIXe siècle, hein, de même que les mineurs au XIXe siècle assuraient le développement du pays en allant chercher le charbon au péril de leur vie au fond de la mine. Eux, ils se sentent un petit peu investis d'une même mission. En fait, c'est une façon pour eux de valoriser leur travail et d'avoir une identité professionnelle positive. Et donc, dans ce schéma-là, forcément, le fait de passer pour une cuisinière ou une blanchisseuse, ça leur plaît pas du tout. Donc on voit bien en fait que ça se retrouve après au niveau de leur pratique, parce qu'effectivement ils vont se confronter à l'irradiation dans une sorte de défi qui leur permet aussi d'avoir un sentiment de maîtrise sur leur travail plutôt que d'appliquer toujours passivement sans aucune autonomie le petit livret qui leur explique tout ce qu'il faut faire et comment il faut le faire à tel endroit. Donc on voit bien en fait que ces techniciens ne se contentent pas de percevoir le risque d'irradiation, ils l'inscrivent dans une construction identitaire, donc dans ce qu'ils pensent être ou voudraient devenir, donc en l'occurrence les mineurs du nucléaire. Et évidemment, si les experts se contentent de constater qu'ils perçoivent mal les risques et leur rajoutent des séances pour mieux les former, il n'est pas certain que ça changera grand-chose à la façon dont ils appréhendent le risque d'irradiation. Alors maintenant que j'ai présenté un petit peu cette perspective donc en termes de représentation, je vais revenir sur la vache folle puis sur les accidents de la route. Alors dans le cas de la crise de la vache folle, donc, on voit bien tout de suite les limites d'une approche en termes de perception du risque au sens strict, hein, puisque le prion fait partie de ces nouveaux risques contemporains, beaucoup étudiés par Ulrich Beck, qui sont tout à la fois invisibles, inodores et sans saveur. Donc ils échappent totalement à nos sens, ils sont imperceptibles. Donc les consommateurs ne vont pas percevoir le risque prion à partir de mars 96. Ils vont plutôt en bricoler une représentation à partir des connaissances disponibles, en mobilisant bien sûr les informations diffusées par les médias, informations qui ne sont que des hypothèses provisoires, souvent contredites d'une semaine sur l'autre, avec aussi des voix discordantes au sein de la communauté scientifique et des voix parfois très alarmistes. À l'époque, je vous rappelle que certains experts prédisaient jusqu'à des centaines de milliers de victimes dans les années à venir. Alors, qui croire ? D'abord, tout dépend de la conception qu'on se fait de la connaissance. Là, ce que je vous dis se réfère plutôt à la théorie culturelle du risque, qui a été évoquée par Otto Wittren. C'est-à-dire que si vous pensez que le savoir, avec un S majuscule, c'est quelque chose qui résulte d'un long travail d'accumulation qui n'est possible qu'au sein des grands instituts de recherche scientifique officiels, lorsqu'un expert qui est un petit peu en marge de la communauté scientifique lance une alerte, vous ne le croirez pas parce que vous ne le jugez pas légitime. Au contraire, si vous pensez qu'un individu isolé peut créer du savoir, et qu'en outre son isolement relatif finalement est un gage d'indépendance à l'égard des autorités, vous vous fierez à lui. Et finalement c'est bien ce qui a illustré la controverse, il me semble, autour des conclusions de Jean-François Viel, qui en 97 avait trouvé une proportion anormalement élevée de leucémie à proximité de l'usine de La Hague, justement. Et il me semble que la question finalement n'est pas tant de savoir si le seuil de significativité statistique qu'il obtenait était suffisant ou pas. Finalement la question c'est de savoir si vous lui faites confiance à lui, qui fait un petit peu figure de franc-tireur, ou alors aux experts officiels mandatés par les ministères de l'Environnement et de la Santé. Alors, pour revenir à la vache folle,
Outre les discours contradictoires des experts, les consommateurs vont aussi mobiliser des connaissances antérieures pour bricoler en quelque sorte du neuf avec du vieux, c'est toujours ce qu'on fait en termes de représentation, en rapprochant la crise de la vache folle du scandale des hormones de croissance ou de l'affaire du sang contaminé. Alors bien sûr, ces rapprochements, pour un expert, ne sont pas satisfaisants, peut-être parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même chose de manger du bœuf que de se faire injecter des hormones de croissance. Et puis le sang contaminé, ça n'a pas forcément grand-chose à voir pour un expert avec la crise de la vache folle. Mais pour les consommateurs, ces rapprochements peuvent faire sens, car à chaque fois, il s'agit de contaminations qui résultent ou auraient pu résulter de manipulations hasardeuses ou de négligence humaine. Alors du coup, l'attitude à l'égard des autorités politiques et scientifiques est assez ambiguë, et elle est aussi assez représentative des travaux de Beck sur le fait que face à ces risques qui sont complètement imperceptibles, en fait, on est complètement lié aux scientifiques, on a besoin d'eux, mais en même temps, on se défie d'eux. Donc c'est un rapport assez ambigu. Donc d'un côté, les consommateurs sont bien obligés donc de se fier au moins dans une certaine mesure aux informations officielles qui sont reprises par les médias, qui sont les seules disponibles, et d'un autre côté, rapprocher la crise de la vache folle des affaires de santé publique antérieure, donc hormones de croissance et sang contaminé, c'est d'emblée se méfier des autorités politiques et scientifiques qui sont suspectées au mieux d'incompétence, au pire de compromission. Donc les représentations du risque prion et leur traduction en termes de consommation de viande bovine vont largement dépendre de la méfiance ou de la confiance qui va être accordée aux autorités politiques et scientifiques. Autrement dit, la diversité des comportements observés, donc en l'occurrence, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de manger du bœuf ou qui n'ont plus mangé les mêmes morceaux. Bon, il y a aussi une petite minorité qui a augmenté sa consommation, pas très élevée, ils sont quelques pourcents. Donc cette diversité reflète la diversité des représentations du risque et non, à mon sens, des biais perceptifs qui résulteraient d'une incapacité à avoir une perception juste du risque. Et cette diversité qui s'explique à la fois par la cacophonie des experts et le fait que la confiance accordée aux autorités relève en partie d'un choix politique qui n'a aucune raison d'être distribué uniformément au sein de la population. En l'occurrence, cette confiance dépend par exemple des couleurs politiques respectives du ministre de l'Agriculture et du consommateur, ou des opinions de ce dernier sur la construction européenne. Le consommateur n'est donc pas, à mon sens, un profane qui rejette la vérité de l'expert, c'est plutôt un acteur social qui accorde plus ou moins de crédit à un autre acteur social en fonction de leur position relative. Par ailleurs, ceux qui ont choisi de croire les experts les plus alarmistes et de ne pas faire confiance au discours officiel ne sont pas plus irrationnels que les autres, à mon sens, même si apparemment l'épidémie, un des arguments c'était que c'était une épidémie qui ne faisait pas de victimes, donc on ne comprenait pas pourquoi les gens s'inquiétaient, mais en fait si. La crise de la vache folle, ça a fait énormément de victimes en fait. Il y a eu quelques victimes réelles. Alors effectivement, elles sont très rares, elles étaient plutôt en Angleterre, mais il faut aussi voir qu'elles ont été... donc ce que j'appelle une victime réelle, c'est un être humain... dont après autopsie, on a pu certifier qu'il avait bien été atteint par cette nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc effectivement, il y en a très peu. Le fait est toutefois que les rares victimes ont été très médiatisées. On a fait paraître des photos, des témoignages de leurs proches. Oui, effectivement, il allait souvent manger des hamburgers. Donc il y a eu un poids quand même certain dans les médias de ces quelques victimes. Ensuite, hors les rares victimes réelles, il y a eu énormément de victimes potentielles, puisque donc il y a eu des experts qui sont pour l'instant expliquant qu'il allait y avoir peut-être des centaines de milliers de victimes. Donc même si c'était au conditionnel, c'était quand même chiffré, et ça avait une certaine vraisemblance dans la mesure où même si cette nouvelle forme de maladie avait un temps d'incubation moins long que la forme classique, ça se chiffrait quand même en années, donc on pouvait très bien ne rien voir pour l'instant, mais avoir beaucoup de décès plus tard. Par ailleurs, il y a eu beaucoup de victimes associées dans cette histoire, humaines ou animales, qui ont été juxtaposées aux victimes réelles ou potentielles. En général, d'abord, les médias n'ont pas traité séparément la question de l'encéphalopathie spongiforme bovine, donc pour les vaches, et puis la question de la nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob pour les hommes. En général, les deux maladies étaient mentionnées ensemble dans les mêmes rubriques, intitulées « vache folle », souvent d'ailleurs dans les mêmes articles. Et il est d'autant plus facile de les confondre qu'elles mettaient toujours en scène les mêmes acteurs principaux, c'était le prion et les Anglais. On parlait beaucoup des Anglais en France à cette époque. La question étant de savoir si oui ou non le prion avait traversé la Manche. D'une certaine façon, donc les nombreuses victimes bovines, donc les vaches en fait qui ont été sacrifiées, ont été récupérées, détournées ou du moins associées à la nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. De ce point de vue, on peut penser que les journalistes ont été les premiers à franchir la fameuse barrière des espèces que les scientifiques essayaient eux de franchir à l'époque en inoculant le prion à différents mammifères. Par ailleurs, il faut aussi rappeler que dans les années 90, il y avait eu l'encéphalopathie spongiforme féline, je crois aux alentours de 70 chats dans les foyers britanniques étaient décédés suite à cette maladie, donc parce qu'ils avaient mangé des boîtes contaminées. Donc bon, ce ne sont que des chats, mais c'est déjà plus une vache qui se trouve dans une ferme que vous ne côtoyez pas. C'est un animal domestique, donc c'est quand même un animal proche de l'homme, au moins symboliquement, si c'est pas le cas effectivement sur le plan anatomique.
Et puis bon, donc à ces victimes animales associées aux victimes réelles, humaines et aux victimes potentielles, il y a aussi eu toutes les victimes humaines associées, donc provenant d'autres maladies. Donc on a dans les articles, on parlait de la vache folle, on parlait aussi des victimes du sang contaminé, des victimes de scandale des hormones de croissance, des victimes de la forme classique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc finalement, quand on lisait les journaux, il y avait des victimes, il y en avait même beaucoup. Donc à mon sens, il serait un petit peu trop hâtif de conclure que les consommateurs ont mal perçu le risque prion sous prétexte qu'il n'a pas vraiment fait de victimes. Pour finir sur un registre un petit peu plus économiste, j'ajouterais que les consommateurs avaient peut-être une très bonne raison aussi d'être sensibles à cette affaire, parce qu'en l'occurrence, quand on regarde les séries de consommation, on s'aperçoit que depuis les années 80, les gens mangeaient déjà de moins en moins de bœuf, au profit des viandes de substitution qui étaient le porc et surtout les volailles, entre autres grâce à une politique de label qu'on n'avait pas encore à l'époque pour le bœuf. Et donc en fait, au lieu d'envisager que les consommateurs ont été peureux et impressionnables et qu'ils ont cédé à une panique à la moindre alarme, et une alarme qui aurait été injustifiée, on peut très bien considérer en fait qu'ils ont agi en tant qu'agents économiques rationnels et qu'ils ont froidement procédé à une substitution entre produits concurrents. D'ailleurs, le fait que le bœuf reste une viande plus prestigieuse en Italie explique sans doute le fait que la crise a été moindre et beaucoup plus vite résorbée là-bas. Donc ça illustre aussi ce détail-là, le fait que l'appréhension d'un risque porte la marque du sujet, et là en l'occurrence les préférences du consommateur. Donc là je vais passer à la conduite automobile. Bon là on change complètement d'univers apparemment, et on se trouve confronté à un problème qui est symétrique du précédent. Donc là cette fois-ci la question qu'on se pose, c'est pourquoi les conducteurs persistent dans leur grande majorité à croire qu'ils conduisent mieux que la moyenne et donc à sous-estimer les risques d'accident. Alors de nombreux travaux ont souligné le fait que les perceptions du risque routier et les conduites au volant étaient influencées par des facteurs socioculturels. Donc je le dis de façon très schématique, qui ne rend pas justice à ces travaux, mais grosso modo, les riches se sentiraient invulnérables au volant parce qu'ils sont riches, et puis les pauvres prendraient des risques au volant parce qu'ils sont trop pauvres pour avoir quelque chose à perdre, et puis aussi accessoirement parce qu'ils conduisent dans des voitures qui ne sont pas forcément en très bon état. Moi je voudrais plutôt souligner la cohérence des représentations de la conduite telle qu'elle apparaît lorsqu'on interroge les automobilistes. Alors là-dessus, il y a un travail qui est très intéressant qui a été fait par un sociologue qui s'appelle Jean-Marie Renoir dans un ouvrage intitulé « As du volant et chauffard ». Alors, il a analysé 40 entretiens réalisés avec des... Bon, c'est pas du tout un échantillon représentatif. Hein. Il est allé au tribunal et il a interrogé des conducteurs qui venaient de passer pour grand excès de vitesse, conduite en état d'ivresse ou alors avoir brûlé un feu rouge. Donc c'est une population très particulière. Cela étant... moi, j'ai cru apercevoir sur des données quantitatives représentatives de l'ensemble de la population française des résultats similaires sur une partie significative de la population interrogée. Donc, je ne pense pas que ces résultats soient marginalisés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, ces conducteurs qu'il a interrogés ils ont une représentation particulière, mais assez intéressante de la conduite, qu'ils sont capables d'argumenter. Bon, ils ont vaguement essayé au tribunal, mais ça s'est pas très bien passé. Ils sont un petit peu soulagés d'avoir un sociologue ensuite pour en parler. Alors, du point de vue de la sécurité routière, c'est pas une représentation qui est très satisfaisante en l'occurrence. C'est-à-dire qu'en fait, ces conducteurs estiment qu'au volant, il faut savoir s'adapter à chaque situation particulière, en temps réel, qu'il faut indexer le respect du code de la route à la situation. Donc pour eux, le bon conducteur, c'est celui qui sait quand il faut respecter le code et quand on peut s'en affranchir, voire quand il faut s'en affranchir. Et ils dissocient complètement les couples respect du code, infraction et sécurité, danger. Pour eux, ça n'a rien à voir, le respect du code de la route et la sécurité sur la route. Et cette représentation est d'ailleurs renforcée par leur activité quotidienne, puisqu'ils commettent de fréquentes infractions, systématiquement. Ils voient les autres conducteurs en commettre, et pourtant ils assistent à peu d'accidents. Donc ils ont l'impression qu'en fait ils ont raison de conduire comme ça. Alors du coup on pourrait penser que le fait d'avoir un accident, ou qu'un proche ait un accident, ça pourrait modifier, perturber du moins cette représentation, et en fait visiblement, et provoquer cette fameuse prise de conscience dont je parlais tout à l'heure. Alors visiblement ça marche pas si bien que ça. Il y a plusieurs études qui suggèrent que apparemment les accidents n'ont pas cette incidence espérée sur la présentation. Soit la responsabilité de l'accident est imputée à autrui par le conducteur, à une défaillance technique ou à une mauvaise conception de la route ou de la signalisation, auquel cas donc le conducteur peut même estimer que sans sa grande maîtrise au volant, l'accident aurait eu des conséquences pires. Et du coup, l'accident renforce sa confiance en sa conduite. Soit l'automobiliste admet qu'il a commis une erreur ponctuellement, mais qui ne remet pas en cause, selon lui, sa façon de conduire. Donc souvent, l'accident n'a pas d'incidence sur la façon dont les gens se le représentent
Là-dessus, d'ailleurs, les psychologues ont des images assez intéressantes. Eux travaillent d'une façon beaucoup plus précise sur la notion de représentation du risque, enfin de représentation tout court. Ils expliquent que dans une représentation, il y a un noyau et puis il y a des périphéries qui jouent un petit peu le rôle de pare-choc. Et que donc, quand il y a des événements qui viennent buter sur la représentation, en fait, il y a une espèce de... C'est assez marrant parce que du coup, on est toujours dans l'automobile, dans la métaphore automobile, et que donc, du coup, il y a une forte capacité à l'inertie des représentations. Alors, ça peut prêter à sourire, cet aveuglement du conducteur. Toutefois, moi je pense pas que ces conducteurs soient de mauvaise foi lorsqu'ils rationalisent un accident, parce que pour conduire au quotidien, on a quand même besoin d'un certain sentiment de sécurité. Donc là, il ne s'agit pas de mentir à son interlocuteur, mais de se convaincre soi-même. C'est pour ça que je parlais de bonnes raisons tout à l'heure. Les gens qui nient le risque, à mon sens, peuvent avoir de mauvaises raisons, enfin des raisons qui ne sont pas justes, mais c'est des raisons qui sont au moins convaincantes pour eux. Alors, s'ils conçoivent la conduite comme une activité requérant sans cesse des choix en temps réel, une capacité d'adaptation, d'indexation du code à la situation, donc ils acquièrent à travers leur expérience quotidienne la conviction d'être de bons conducteurs, puisqu'effectivement ils sont maîtres de leur véhicule et ils évitent les accidents, ou du moins ils évitent que les accidents aient des conséquences trop importantes. Donc du coup, en fait, leur confiance en eux, elle est coextensive de leur conception de la conduite. C'est-à-dire qu'en fait, leur conduite quotidienne les renforce dans leur conception, dans leur représentation de ce que c'est qu'une bonne conduite automobile. Et donc, du coup, l'accident, en fait, il est digéré en quelque sorte ou amorti par cette représentation, et il est interprété en fait au sein du cadre cognitif dont s'est doté le conducteur, cadre qui s'appuie justement sur la croyance en laquelle il est un bon conducteur. Et donc, l'accident sera interprété de façon à ne pas remettre en cause cette croyance. Alors, on a un paradoxe apparent s'agissant des bons conducteurs. Plusieurs études, aussi bien en France qu'à l'étranger, ont montré qu'il y a toujours une très forte proportion des conducteurs qui pensent mieux conduire que la moyenne. Ce qui normalement pose problème d'un point de vue bêtement statistique. Alors cela étant, d'abord, moi je pense que se croire meilleur que les autres, c'est plutôt un signe positif d'estime de soi, voire je dirais même que ça dénote une bonne santé mentale. Si vous prenez votre volant en estimant que vous êtes un mauvais conducteur et que vous êtes plus mauvais que les autres, c'est quand même délicat, surtout si vous conduisez tous les jours. Ensuite, lorsque les individus sont incités dans une enquête à se comparer au conducteur moyen, entre guillemets, il faut bien voir aussi que ce conducteur moyen ne correspond pas à la moyenne effective des conducteurs interrogés, mais à un stéréotype abstrait, sachant que moyen, c'est synonyme de médiocre. Alors justement, pour ces conducteurs, en fait, le sentiment d'être un bon conducteur est coextensible d'une certaine conception et d'une certaine pratique de la conduite automobile qui s'appuie sur l'idée qu'ils sont de bons conducteurs. Donc un bon conducteur, c'est à minima un conducteur meilleur qu'un conducteur médiocre. Bon, on pourrait être un petit peu plus tordu dans l'argument en expliquant que finalement, si les conducteurs pensent qu'il existe une minorité de très mauvais conducteurs, il est tout à fait possible que la grande majorité conduise mieux que la moyenne qui est tirée vers le bas par une minorité de très mauvais conducteurs. Bon, ça peut paraître un peu spécieux comme argument, mais de fait, se représenter un risque, c'est souvent lui associer une minorité de victimes désignées stéréotypées, qui sont de très mauvais conducteurs. Donc là-dessus, il y a des travaux assez intéressants, je crois, britanniques, qui montraient que les jeunes conducteurs pensaient que c'était plutôt les conducteurs âgés qui avaient des accidents, en particulier ceux qui avaient des chapeaux en conduisant, parce qu'ils avaient moins de réflexes, etc. Alors qu'au contraire, les conducteurs âgés pensaient que c'était plutôt les jeunes qui avaient des accidents, parce qu'ils sont beaucoup plus agressifs au volant, beaucoup moins prudents. Alors on peut aussi faire ici un parallèle avec les analyses de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Max Weber donc travaillait sur les protestants, et en particulier les sectes protestantes aussi aux États-Unis. Et en fait, il montrait qu'avec le dogme calviniste de la prédestination, ce qui est assez inconfortable pour les protestants, c'est que chacun d'eux sait que la majorité des hommes est damné dès avant sa naissance, par décision divine, par décret divin, et qu'il existe une toute petite minorité d'élus avec un E majuscule qui seront sauvés. Mais malheureusement, on n'a pas du tout le moyen de savoir si on en fait partie. Et en fait, la foi imposait aux protestants d'acquérir le certitudo salutis, la conviction de faire partie de ces élus et de se convaincre qu'il était un élu par une vie exemplaire et par la réussite matérielle. Et du coup, en fait, on se retrouve là aussi dans le même paradoxe, finalement. On a une majorité des croyants qui étaient convaincus de faire partie de la petite minorité des élus. C'est exactement le même problème qu'avec la conduite automobile. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'on ne peut pas simplement considérer que les conducteurs ont de fausses perceptions du risque automobile. Ils construisent des représentations qui sont complexes, qui sont cohérentes, qui ne sont pas forcément justes, qui posent un problème de sécurité routière, puisque même si les chiffres de la mortalité routière baissent, ils sont encore assez élevés. Et donc, il faut prendre en compte cette complexité et cette cohérence si on veut vraiment agir sur elle. Donc moi il me semble préférable de parler de représentation du risque, bon, toujours dans le contexte français, et non de perception du risque.
Alors ça me permet aussi de souligner le caractère construit du risque et le fait qu'il existe rarement une perception vraie et un standard objectif unique pour un risque donné, ce qui constitue déjà, je crois, un exercice de réflexion salutaire pour l'expert. Parce qu'en l'occurrence, là, j'ai pas parlé des experts, mais c'est vrai on pourrait aussi s'interroger sur ce que c'est que la perception experte du risque. Et juste pour faire une aparté là-dessus, moi, je me rappelle quand j'avais, au moment juste après les attentats du 11 septembre, il y a une forte désaffection sur les vols. Dans les avions, et il y avait je crois que ça devait être un professeur dans une école de commerce américaine qui avait écrit un petit article dans le New York Times, je crois, pour expliquer que vraiment les gens étaient bêtes parce que malgré les attentats, si on faisait un calcul, on s'apercevait que finalement la probabilité de se trouver dans un avion détourné était toujours beaucoup plus faible que celle de mourir au volant de sa voiture. Mais il me semble que son argument était complètement faux parce que son argument en fait il repose sur l'idée que on vit dans un monde, ça c'est le problème des statisticiens en fait quand ils estiment des risques, c'est qu'en fait ils estiment les risques futurs à partir des occurrences passées, ce qui suppose que vous vivez dans un environnement stable. Donc en particulier si on voulait aujourd'hui estimer avec des fréquences, mettons le risque d'accident nucléaire, il faudrait qu'on vive un certain nombre de milliers d'années avec un parc nucléaire complètement inchangé pour espérer avoir un nombre d'occurrences de catastrophes suffisant. Bon, entre parenthèses, ça suppose que les catastrophes sont indépendantes, ce qui n'est pas forcément vrai si... et donc, en fait, ça suppose un environnement stable. Et bon, le problème, c'est que l'environnement bouge. Et il bouge de plus en plus aujourd'hui, en particulier l'environnement technologique. Donc, typiquement, dans cette histoire d'attentats et d'autotournements d'avion, vous pouvez très bien estimer qu'après le 11 septembre, il y a une activité terroriste beaucoup plus forte qu'avant et que donc on ne vit plus dans le même monde et que les fréquences passées ne sont plus valables parce qu'il y a eu un changement de régime et donc on n'est plus dans le même univers. Et donc, si on pousse un petit peu plus loin le raisonnement statistique en étant un petit peu plus subtil, on s'aperçoit que c'est pas l'expert qui a raison, en l'occurrence ici c'est le profane. Donc je reviens sur mes histoires de représentation. Donc je dis que c'était un exercice de réflexion salutaire pour l'expert d'essayer de comprendre comment le profane se représentait le risque. En termes de représentation aussi, c'est plus facile de déceler au-delà donc de l'apparente irrationalité persistante des perceptions du risque observées chez les profanes, une complexité et une cohérence qui rendent compréhensible leur inertie, parce que c'est ça aussi en fait qu'on observe, c'est que une représentation c'est quelque chose qui met du temps à se construire, qui se construit pour se mettre en cohérence avec d'autres représentations, et du coup c'est quelque chose qui est difficile de modifier, en particulier par des campagnes de prévention, des campagnes d'information. Si gérer les risques, c'était ma conclusion initiale, et puis finalement j'ai décidé de rajouter un petit morceau sur la culture du risque. Simplement pour conclure partiellement sur ces histoires de représentation, si gérer les risques, c'est aussi gérer les perceptions du risque, et si notre société s'oriente aujourd'hui vers une démocratisation croissante de la gestion des risques, comme le disait Ortun-Ren dans sa conclusion, alors il faudra bien faire l'effort de comprendre les représentations du risque pour se donner les moyens de les modifier, mais aussi pour mieux les prendre en compte. Parce que finalement, il y a bien des domaines dans lesquels on s'aperçoit que le point de vue du profane est à prendre en compte par l'expert et qu'on essaie de plus en plus de le faire, mais que c'est difficile. Je voudrais juste, pour conclure, rapprocher les deux exemples apparemment un peu opposés que j'ai pris, pour les resituer dans un contexte normatif qui est le même. Donc là, je vais plutôt parler un petit peu d'Anthony Giddens. Oui, j'ai encore quelques minutes. Donc pour Anthony Giddens, nous vivons dans des sociétés qui sont de plus en plus imprégnées par ce qu'il appelle la culture du risque. Olivier Godard l'a mentionné. Donc pour lui, ce qu'il appelle la culture du risque, c'est un aspect culturel fondamental de la modernité par lequel la conscience des risques encourus devient un moyen de coloniser le futur. Alors en fait, ce qu'il veut dire, c'est que nous vivons dans une société qui n'est plus orientée vers le passé, mais tournée vers l'avenir, dans laquelle l'individu a acquis une grande autonomie et doit prendre son destin en main et piloter lui-même sa trajectoire biographique. Donc nous sommes exhortés à nous projeter sans cesse dans l'avenir pour rester attentifs aux obstacles et aux opportunités qu'il recèle, afin de prendre aujourd'hui les décisions qui assureront notre bien-être futur, et ce en nous appuyant pour cela plutôt sur des savoirs experts qui fournissent généralement des chiffres pour nous guider. Alors ça peut paraître un peu abstrait, deux exemples. Juste pour dire qu'on peut aussi avoir, c'est une idée un petit peu tarte à la crème de la sociologie contemporaine, mais qui est intéressante à pousser à son terme, qu'on retrouve aussi chez des auteurs qui ne parlent pas de risque. Par exemple, le sociologue français Alain Ehrenberg finalement dit la même chose lorsqu'il écrit « Quel que soit le domaine envisagé, entreprise, école, famille, le monde a changé de règles. Elles ne sont plus obéissance, discipline, conformité à la morale, mais flexibilité, changement, rapidité de réaction, maîtrise de soi, souplesse psychique et affective, capacité d'action qui font que chacun doit endurer la charge de s'adapter en permanence à un monde qui perd précisément sa permanence. » Alors on peut illustrer ce nouvel impératif moral par exemple par une publicité, pour ne pas les nommer, je crois que c'était le Crédit Lyonnais,
J'ai lu cette publicité il y a un an, c'était assez intéressant. Donc, en fait, il s'adressait aux jeunes parents, à leur expliquer attention, vous venez d'avoir un enfant, mais a priori d'ici 18 ans, votre enfant va commencer des études supérieures. D'après les données INSEE disponibles à ce jour, les études supérieures, ça dure en moyenne tant d'années pour un coût moyen annuel de temps. Donc ça veut dire que vous vous félicitez aujourd'hui de votre paternité, mais dans 18 ans, vous allez commencer à endurer un coût financier non négligeable. Et donc on vous conseille, enfin on vous offre un produit financier dans lequel vous pouvez investir dès la naissance de votre enfant pour prévoir ce risque financier futur. Je trouvais ça assez représentatif de cette exhortation à prévoir l'avenir à partir de données chiffrées. Bon, dans un registre plus sanitaire, vous avez aussi les campagnes anti-tabagisme de l'Organisation mondiale de la santé, qui s'appuient par exemple sur des arguments du type attention, à 25 ans, un gros fumeur a une espérance de vie de 40 ans, contre 48 ans pour quelqu'un qui ne fume pas. Donc, si vous êtes gros fumeur à 25 ans, on vous demande de vous projeter 40 ans dans l'avenir pour vous dire, bah voilà, dans 40 ans, si vous voulez vivre encore 8 ans, bah, ça serait bien que vous arrêtiez de fumer aujourd'hui. Donc là aussi, on vous demande d'avoir un horizon temporel long et d'être capable de prendre aujourd'hui les décisions qui assureront votre bien-être futur. Alors, d'un point de vue scientifique, ce qui est intéressant avec la culture du risque, en fait, c'est que ça rapproche les perspectives du sociologue et de l'économiste, puisqu'en fait, finalement, ce que dit Giddens, c'est que le type idéal de l'entrepreneur, de l'homo economicus, qui met en œuvre une rationalité instrumentale en univers risqué ou incertain, c'est devenu la nouvelle norme à laquelle on est censé se conformer. Ça met aussi en perspective, et là, du coup, je retombe sur mes pieds avec la vache folle. Moi, il me semble que ça met aussi en perspective la réaction des consommateurs lors de la crise de la vache folle, parce que je pense que ceux-ci ont d'autant plus mal réagi, entre guillemets, à cette crise, que celle-ci leur révèle qu'en fait, ils ne sont pas les consommateurs entrepreneurs qu'ils croyaient ou qu'ils voudraient être, parce qu'ils ont été exposés malgré eux à un danger potentiel et parce qu'aucune information fiable ne leur permet de maîtriser ce danger. D'ailleurs, ce qui était assez marrant à l'époque, c'est que je crois qu'il y a eu une enquête en Irlande. On a vu qu'il y avait une proportion non négligeable de consommateurs qui pensaient être capables de reconnaître à l'œil nu un steak sain d'un steak infecté par les prions. Alors ça peut paraître idiot, mais c'est pas plus idiot que les gens qui pensent pouvoir reconnaître à l'œil nu un partenaire sûr d'un partenaire sexuel à risque. Et là, moi, j'interprète ça comme la volonté à tout prix de restaurer un sentiment d'emprise sur son existence et une capacité au moins symbolique à maîtriser le risque. Alors par ailleurs, une nouvelle norme, ça doit souvent composer avec des normes antérieures et ça peut susciter des tensions et subir des déformations, voire des usages illégitimes. Et ça peut conduire aussi à des croyances ou à des comportements un petit peu paradoxaux. En l'occurrence, il y a certains travaux sociologiques qui suggèrent que la volonté d'adhérer à la culture du risque, ça peut mener en fait à des pratiques habituellement qualifiées de superstitieuses. Moi, j'avais travaillé là-dessus il y a quelques années où j'essayais de montrer qu'en fait, les gens qui adhèrent à la culture du risque, finalement, ils vont avoir tendance à consulter un astrologue ou à consulter un voyant, ce qui apparemment est pas cohérent avec leur culture du risque. Surtout certains individus qui seraient en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle en sociologie une déviance hyper conformiste, pourraient être amenés à adopter des conduites qui sont jugées à risque et déviantes parce qu'en fait ils adhèrent de façon excessive à la culture du risque. C'est là-dessus que je voulais terminer. C'est-à-dire qu'en fait ils exportent dans des sphères d'activité où elle n'est pas censée servir de guide pour l'action cette culture du risque. Et là, c'est bien le cas de la conduite automobile, puisque finalement, Renoir en fait nous montre que certains conducteurs estiment que bien conduire, ce n'est pas respecter le code de la route. Bien conduire, c'est rester maître de son véhicule, de sa trajectoire, anticiper, s'adapter à la situation en temps réel, plutôt que d'appliquer à la lettre le code de la route. Bon, maîtrise individuelle, anticipation, adaptation, plutôt que discipline et obéissance, cette conception déviante de la conduite automobile, qui n'est pas du tout satisfaisante du point de vue de la sécurité routière, elle est complètement en phase avec la culture du risque. Donc, ces gens qui prennent des risques sur la route, en fait, ils sont complètement en phase avec la culture contemporaine qui consiste à être performant, à s'adapter, à être flexible, etc. Bref, paradoxalement, si face au risque, les individus paraissent parfois irrationnels du point de vue de la rationalité instrumentale des économistes, il me semble que c'est justement parce qu'ils tentent avec bien des difficultés de se conformer à cette rationalité, et qui aujourd'hui est érigée, il me semble, en nouvelle norme comportementale. Voilà.